Lou. Hello. Hi. Can you just start out by telling me a bit about yourself? You can introduce yourself. You don't have to talk to the camera, you can just talk to Okay. me. I'm Lou, I'm 30. In my daily life, I translate books from English to French. Wow. And I recently started to do audio transcription. I listen to a lot of podcasts, and I think they are really interesting, but people who are hard of hearing or that just are deaf can't access this kind of content. I do shibari, rope bondage. I started learning 5 years ago on my own, so I practice on myself and I suspend myself, and it's really tied to how I see my body and how I am in my body, because basically I don't know where my body is in space, so it's kind of difficult for me to, I don't know how big or small my body is. And for example, I attended a session to get like some sort of relaxation session with a professional, and they asked me to start visualizing my limbs, and my limbs started to go everywhere in the space, and it made me even more anxious than I was before. And that's when I realized how little awareness I had of my body in space, like the space that my body takes in space. And ropes helped me like gather all the fragments of my body and get more centered and have a better feeling of how my body feels in a way. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire et j'en ai toujours. J'ai une grosse période d'anorexie, et dans ma tête, je continue de réfléchir comme une personne anorexique, on va dire, même si mon corps n'est pas en danger. Et j'ai mis du temps à comprendre que mes troubles du comportement alimentaire étaient liés à mon identité de genre, mon identité non binaire, parce que en fait, plus mon corps est petit, moins j'ai de forme, et du coup, plus il est androgyne, selon la vision que j'en ai en fait. Et du coup, c'est assez compliqué parce que on a tous ces injonctions à la minceur dans la société. Et moi, en fait, mes troubles du comportement alimentaire ne sont pas liés au fait que j'ai envie de mincir, mais au fait que de mincir fait que mon corps est moins féminin, en gros. Donc ça, j'ai mis du temps à le comprendre, parce qu'en fait, tout ce qu'on lit sur oui, vous avez des problèmes avec votre famille, ou c'est que vous essayez de vous conformer aux images de la société, je m'y retrouvais pas du tout là-dedans, en fait. Donc voilà, et ça fait, il y a 5 ans et demi, je me suis fait opérer d'une réduction mammaire, et c'est l'opération qui m'a fait comprendre qu'en fait, j'étais pas du tout à l'aise avec le fait d'avoir une poitrine, mais peu importe, de l'avoir réduite, ça a apaisé un petit peu des soucis, mais en fait, ça m'avait vraiment fait prendre conscience de ma transidentité, en fait. Voilà, et je me suis fait opérer d'une torsoplastie en juillet 2020, donc il y a un peu plus d'1 an, et c'est génial, quoi. Enfin, ça, je pense que le haut de mon corps aurait toujours dû être comme ça, quoi. Donc c'est trop chouette. Et je commence enfin à me sentir un peu plus à l'aise dans mon corps. Là, de venir ici, c'est un peu un challenge pour moi. Parce que c'est la première fois que je fais des choses comme ça. Mais dans le même temps, je sais qu'on attend de moi d'être moi-même et pas de performer ou d'être quelque chose que je ne suis pas ou quoi. Donc je pense que c'est peut-être ce qui fait que même si je savais pas où j'allais, voilà, je viens comme je suis, et voilà. Donc il y a quand même eu pas mal de chemin parcouru par rapport à mon corps. Alors moi, j'ai pas ce parcours de personne trans typique, entre guillemets, où j'ai toujours su que je n'étais pas dans un corps qui n'était pas le mien. J'avais pas de soucis particuliers avec mon corps quand j'étais enfant.
Ma puberté arrivait assez tard, vers 14-15 ans. Et par contre, j'ai beaucoup voulu... je suis un peu une personne people pleaser. Et donc, j'ai voulu beaucoup me conformer à ce qu'on attendait de moi dans la société. Mes parents voulaient que je sois une petite fille modèle aussi. Donc, j'avais des cols Claudine, des cols ronds, des bouts de fer sous les chaussures pour qu'elles fassent clac-clac, les petites jupes et tout ça. Donc, c'était compliqué pour moi de dévier de la norme, on va dire. Et du coup, j'ai essayé de jouer un rôle qui n'était pas vraiment le mien. Et aussi, mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans et je suis allée vivre avec mon père et mon frère. Donc, mon père nous a eu en garde. Et mon père n'est pas du tout quelqu'un de disponible émotionnellement. Ce qui fait que moi, j'essayais de faire le moins de vagues possible aussi et j'avais pas trop d'espace pour m'exprimer, on va dire. Donc, je m'exprimais beaucoup par les pleurs. Et ça continue d'être le cas maintenant, en fait, mais que ce soit positif ou négatif, j'ai juste fini par comprendre que pleurer, c'était un moyen de décompresser un peu le surplus d'émotions, on va dire. Donc, tout ça fait que j'ai pas eu un profond mal-être avec mon corps, jusqu'à ce qu'à 18 ans environ, je commence à faire ce que je voulais, parce que à ma majorité, en fait, je me suis dit que, je sais pas, symboliquement, mes parents avaient peut-être un peu moins leur mot à dire, on va dire. C'est là que je suis devenue végane. Et puis c'est là où j'ai commencé à explorer mon orientation romantique, mon orientation sexuelle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me pencher sur les sujets LGBTQIA+. Et l'identité de genre, c'est quand même arrivé un petit peu plus tard. En me renseignant et en allant sur Tumblr aussi, parce que maintenant on a cette chance, je pense, d'avoir accès à beaucoup de contenu sur ces sujets-là. Mais par exemple, le terme non-binaire, il y a quelques années, il n'existait pas vraiment, ou en tout cas, c'était vraiment dans des toutes petites niches. Donc au début, moi, j'utilisais le terme genderqueer pour me qualifier. Et de manière générale, non-binaire, ça commence à être plus connu. Donc, je l'utilise comme ça, je sais que les gens vont savoir ce que c'est. Mais sinon, je trouve que le mot queer me définit plutôt bien parce qu'il est très, très vague. Et du coup, ça permet pas mal de fluidité, je trouve, autant dans son rapport au corps, dans son rapport à son identité de genre, que dans son orientation sexuelle ou romantique, quoi. J'avais pas un profond mal-être, en gros, quand j'étais jeune. C'est venu un petit peu plus tard, et le fait de me réapproprier mon corps, en fait, et cette opération-là que j'ai eue l'année dernière, ça m'a vraiment fait me prendre conscience que le corps que j'avais quand j'étais enfant, c'était mon corps idéal, parce que c'est des corps très peu genrés, enfin très peu... jusqu'à ce qu'il y ait la puberté, les corps se ressemblent quand même pas mal. Si on nommait les organes génitaux... d'apparence, c'est des corps très peu marqués. Il n'y a pas de hanches, il n'y a pas de taille. Non. Donc, Et maintenant maintenant, ça continue d'être un processus de réflexion avec un petit peu de transphobie internalisée, intériorisée pour moi, parce que, en fait, j'ai l'impression d'avoir un haut du corps masculin et un bas du corps un peu plus féminin, parce que j'ai des hanches. Et ce côté un peu freaks, en fait, où j'ai l'impression que ça fait trop binaire, en fait, sur mon corps. Mais ça, c'est ma propre vision. Ça se trouve, des gens trouveraient que j'ai pas beaucoup de hanches. Moi, c'est que, comme c'est une partie du corps que je n'aime pas chez moi, du coup, pour moi, elle est amplifiée, comme tous les défauts, en fait, qu'on se trouve. On les voit encore plus gros qu'ils ne le sont, quoi. Donc, j'ai encore pas mal de travail à faire là-dessus. Mais j'essaye de me décentrer un petit peu de ce à quoi ressemble mon corps et plutôt me concentrer sur ce qu'il peut faire, parce que j'ai un corps qui est très valide, en fait, qui peut faire beaucoup de choses. J'ai pas de handicap moteur, par exemple. Et oui, essayer de me détacher un peu de l'image et plus d'aller dans les émotions, dans les ressentis, ce genre de choses. Et en prendre soin aussi, parce que je l'ai beaucoup malmenée avec
mes troubles du comportement alimentaire qui sont épuisants. Même, il y a des périodes où c'est un peu plus simple à gérer, il y en a d'autres où ça ne l'est pas du tout. Oui. Donc voilà, mais je pense que là actuellement c'est le plus à l'aise que j'ai été en peut-être 15 ans, quelque chose comme ça dans mon corps, donc ça va quand même dans la bonne direction, quoi. Donc c'est très appréciable et c'est appréciable aussi de me dire qu'il y a 15 ans je me serais jamais dit ça, qu'il pourrait y avoir un peu une espèce de paix ou de l'euphorie de genre, d'être tout plat, c'est trop chouette. Enfin, c'est un soulagement, quoi. Ces 8 dernières années, même après mon opération, ma première opération, ma réduction, ma mère, en fait, je continuais à porter des brassières de compression. Je dormais avec des brassières parce que je supportais pas la poitrine qui redescend. Et du coup, cette sensation entre la cage thoracique et la poitrine, c'était insupportable. J'avais commencé à prendre cette posture aussi où on a un peu les épaules en avant pour creuser la cage thoracique et donner l'impression qu'il y a moins de poitrine. Du coup, ça paraît cliché de dire ça, mais c'est un peu comme si on m'avait ôté un poids des épaules et littéralement qu'on m'a enlevé un poids de la poitrine, quoi. Donc c'est un soulagement de me dire que j'ai eu accès à une opération qui me permet de pouvoir me concentrer sur d'autres aspects de ma personnalité ou des choses que j'ai envie de faire dans la vie aussi et d'être plus authentique avec moi-même. Oui, j'ai l'impression d'être plus moi-même en fait et de moins en moins jouer un rôle qu'on a attendu de moi et de plus m'émanciper et j'ai forcément... Alors, on me lit souvent dans la société comme une personne féminine, donc forcément j'ai toutes les... je subis le sexisme au quotidien et comme je suis pas non plus dans une... j'ai pas l'air d'une fille trop féminine, non pas assez féminine. Du coup, j'ai peur qu'on me le reproche aussi dans la société. Mais c'est comme ça que je suis, en fait. Et ça fait du bien de commencer progressivement à m'émanciper de tout ça et à me dire, en fait, je suis comme je suis et je m'habillerai comme j'ai envie de m'habiller et comme je me sens bien, en fait, dans la société. Et ouais, j'ai l'impression de plus en plus être moi et ça fait du bien. Enfin, de trouver ces petits moments de paix, en fait. Alors, ma famille, je leur ai pas du tout parlé. J'ai pas fait de coming out auprès de ma famille, en gros. Je suis comme je suis et puis les personnes tirent les conclusions qu'elles veulent tirer, en gros. Mais j'ai de la chance d'avoir une famille quand même et mon entourage amical, je trouve ça différent, la famille qu'on choisit et la famille qu'on a eue par le sang. Ma famille de sang, ma famille, les personnes qui m'entourent, quoi, j'ai de la chance quand même qu'elles soient assez compréhensives. Elles ne comprennent pas forcément qui je suis, pourquoi je fais les choses que je fais ou pourquoi je me fais tatouer, par exemple, c'est pas du tout accepté. Mais on me laisse le faire et je suis pas ostracisée, on m'a jamais renié, on m'a jamais dit non, il faut que tu portes des manches longues parce que ton grand-père va jamais tolérer que tu aies un tatouage. J'ai jamais eu ça, donc j'ai cette chance-là. Mais dans le même temps, ma famille est tout est normal. Il y a personne d'autre qui est LGBTQIA+, en fait, dans ma famille. Donc j'ai un peu l'impression d'être un petit canard noir. Mais je sais pas comment être autrement non plus et j'ai arrêté de vouloir répondre à des attentes qui font qu'en fait je me sens... C'est encore pire. J'ai l'impression de jouer un rôle en fait. Et je préfère ne pas jouer de rôle et être moi-même et que ça mette les autres mal à l'aise plutôt que moi me mettre mal à l'aise pour essayer de toujours me conformer comme je l'ai toujours fait dans ma vie en fait. Donc j'apprends peu à peu à me réapproprier mon corps et le shibari, ouais, c'est vraiment... le côté technique et le respect de moi-même et puis me réapproprier mon corps et en même temps faire jouer ma créativité aussi. Et par rapport à Là, ce qui est très bizarre en fait, c'est que suite à mon opération, j'ai perdu toute la sensibilité au niveau du torse. Comme ils ont
comme le chirurgien a enlevé toute la matière, en fait, il a aussi beaucoup endommagé les nerfs. Et là, je commence à retrouver des sensations. Alors, ça fait des choses très bizarres. Si je me touche là, je le sens là. Enfin, c'est... Et du coup, c'est très très bizarre parce que les cordes, du coup, il faut que je réapprenne à... Ok, donc j'ai mis une corde là, mais en fait, je la sens pas du tout là. Et ça fait... C'est tout un chemin intellectuel, en fait, qu'il faut que je recable, en fait, juste... J'ai vécu pendant 29 ans avec un corps qui sentait les choses d'une certaine manière, et là, c'est plus du tout pareil. Donc ça, c'est quelque chose que je redécouvre en me réhabituant à faire des cordes. C'est pas la chose la plus agréable. Après, clairement, je préfère avoir un torse plat et des sensations bizarres que d'avoir un torse pas plat et des sensations normales. Mais oui. Et je pense que ça fait prendre conscience aussi de l'ampleur de du côté invasif de l'opération. Mais dans le même temps, c'est magique de me dire qu'un an après, mes nerfs commencent enfin à se remettre en place. Et d'expérience par rapport à ma première opération, qui était moins invasif, enfin, c'est clairement moins invasif de faire retirer un peu de tissu que de faire tout enlever. Mais même 4 ans et demi après ma première opération, je continuais d'avoir c'est un peu comme des châtaignes, en fait, quand des influx nerveux très vifs, en fait, des piqûres un petit peu, parce que les nerfs continuaient à se refabriquer, quoi, au fur et à mesure. Donc je pense que ça me met face au côté magique un peu du corps, de l'organisme. Et puis j'ai vraiment cette chance d'avoir un corps qui récupère très très vite. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus dur de se remettre d'une opération comme ça. Moi, c'est pas le cas. Et ça, j'apprécie. Enfin, j'essaye d'apprécier aussi ce truc-là de mon corps est cool et il sait faire plein de choses et il guérit très vite et tous les corps ne sont pas comme ça, donc j'essaye d'apprécier un petit peu ça, quoi. Donc j'essaye de faire attention à ce côté hyper fonctionnel de mon corps et me dire mon corps est fonctionnel et c'est très bien et il faut que j'en profite, mais s'il n'était pas fonctionnel ou s'il venait à ne plus être fonctionnel, il faudrait que j'apprenne à vivre comme ça et c'est ok aussi. Mais tant que j'ai les capacités de faire des choses avec, en fait, ouais, je pense que je préfère être plus incarnée que désincarnée et ouais, me concentrer sur ce qu'il sait faire. Et comme je suis beaucoup dans ma tête aussi, c'est important, je pense, pour moi de me rendre compte de ce que mon corps sait faire, de ce que je sais faire physiquement. Pas dans le sens performance ou prouesse, mais apprécier en fait ce qu'il sait faire. Je suis très en colère contre le concept de beauté parce que je le trouve trop normé, on va dire, et trop, je sais pas, trop préconçu et qui ne laisse pas assez de place pour toute la diversité des corps ou tout ce qu'on a envie d'exprimer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai plus trop envie de m'attacher à mon apparence, qui est relativement normée. À part là, avant mon opération, sinon j'avais un corps relativement standard en fait, par rapport à la société, ce que la société aime voir. Et pour moi, c'est important de faire de m'émanciper en fait de cette société des apparences. Même si je fais très attention à mon apparence aussi, mais pas que ce soit la première chose qui compte en fait. J'avais toujours peur qu'on me voie pas maquillée. Et en tournée, il y a un moment donné où on n'a plus forcément le temps de se maquiller, même un tout petit peu. Et ça a été vraiment ce truc de peu importe ce à quoi je ressemble en fait, je suis pas là pour qu'on me voie ou quoi, je suis là pour conduire, pour aider, pour regarder mes amis faire ce qu'ils aiment. Et donc progressivement, il y a quand même Enfin, moi, je trouve que je progresse dans une direction qui me convient mieux, en fait, par rapport à tout ça. That's wonderful. That's a good one to end on, I think.